suis ravie de vous présenter Bob Verschuren, qui est un artiste venu de Belgique, de Tournai, c'est ça? Voilà, j'ai toujours peur de me tromper de ville, qui est, je l'ai dit hier, mais je le répète, membre de l'Académie de Belgique, qui est l'équivalent de notre Académie française ou notre Académie des Beaux-Arts. L'Académie royale. Pardon. Des sciences, Royale. des arts, etc. Bon, enfin, mais qu'importe. Je suis content parce que c'est une espèce de club avec des gens très sympathiques. Voilà. Et nous sommes ravis, dans notre campagne profonde, d'accueillir des académiciens. On a également Fabrice Hibert, qui est, lui, de l'Académie des Beaux-Arts, et quelques autres qui font partie de la famille des artistes de Chaumont. Alors, Bob Verschuren est venu plusieurs fois à Chaumont, parce que j'aime énormément son travail. Il utilise essentiellement les matériaux de la nature, les brindilles, les branches, ce que nous avons trouvé, ce que on peut trouver sur le proche territoire de Chaumont. Et il y a eu plusieurs présentations, certaines qui sont encore visibles. Actuellement, l'œuvre qui est dans la cour, que vous avez dû voir, qui s'appelle La persistance des formes ou de la forme, il vous en parlera. On a une œuvre qui s'appelle Chemin de vie, magnifique, qui fait plus de 15 mètres de long dans le cimetière des chiens, qu'il ne faut pas manquer, parce que c'est une œuvre exceptionnelle, qui a 2 ou 3 ans maintenant. Il a fait ça juste avant le confinement. Et il y a le clan des voltigeurs, qui est une résidence secondaire pour les martinets, espèces en voie de disparition. Donc, Bob a créé plus de 400 œuvres. C'est un artiste exceptionnel et je suis très heureuse qu'il puisse vous parler aujourd'hui. Eh bien, je suis très heureux d'être ici, bien évidemment. Et aussi, j'ai été fort intéressé par toutes ces interventions, toutes fascinantes et auxquelles j'adhère évidemment tout à fait complètement. Et quand on m'a demandé de venir ici vous parler de résilience, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi qui ne suis pas scientifique? Et puis, c'est après tous ces gens, toutes ces sommités, que vais-je pouvoir faire? Alors, j'ai imaginé une espèce d'entourloupe. Ça, je vous préviens, c'est pas scientifique ni rien du tout, mais c'est tout simplement mon chemin artistique que j'ai fait et que je considère un peu comme un espèce de chemin de résilience. Je vais vous expliquer tout doucement les choses. La première chose, c'est que, évidemment, ça fait déjà plus de 100 ans, je pense, qu'on a décrété que l'art était mort. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours époustouflé. Et ce sont des gens très, très importants et très intéressants qui en tout cas, qui font en sorte à être intéressants et qui décrètent l'art est mort. Et donc, moi, je me suis posé la question, que puis-je faire dans ce cas-là? Mais moi, j'avais déjà commencé, avant de savoir donc toutes ces réflexions scientifiques à propos de l'art, j'avais commencé à faire de la peinture. Et la peinture, il a fallu que je me rende compte que c'était pas mon chemin, que j'étais mauvais peintre, tout simplement. Je me suis rendu compte aussi d'autre chose, c'est que au fur et à mesure que je faisais mes essais de peinture, je me suis rendu compte que, excusez l'expression, que je m'emmerdais à peindre. C'était pour moi quelque chose de pas trop passionnant. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui me dérange en peinture? La première chose, c'est nettoyer les pinceaux après, c'est une catastrophe. Secondo, quand on utilise, ça colle et ça fait des taches, enfin c'est assez épouvantable, l'huile qu'il y a là-dedans.
Et puis, le troisième inconvénient, c'est la toile, qui n'est jamais suffisamment grande. Et puis après, il faut ranger ça quelque part dans la maison, mais ce n'est pas évident. Donc, j'ai éliminé tout ce que je pouvais éliminer. Et que restait-il? Il restait le pigment. Et donc, voilà, vous pouvez remarquer que entre-temps, j'ai un peu changé au niveau de la coupe. J'ai changé la teinte de mes cheveux. Et j'ai utilisé, donc, je suis parti dans le paysage avec des pigments naturels. Attention. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est utiliser du charbon de bois. Et puis après, de l'ocre et des choses totalement naturelles, parce que je ne voulais pas salir, évidemment, l'environnement. Et en fait, j'ai fait une série de travaux que j'ai nommés wind painting. Et je dois vous raconter quand même une histoire assez rigolote, c'est que la première fois que j'ai fait donc un travail avec le pigment, je ne pensais pas qu'il y avait du vent. C'est absurde, hein, c'est stupide. Mais bon, comme j'étais le peintre dans son atelier, il n'y a pas de courant d'air dans l'atelier. Et donc ça m'a mis en colère. Et dans un mouvement de colère comme ça, j'ai envoyé ce pigment dans le vent. Et je me suis dit, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'avais imaginé. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des peintures que j'ai intitulées wind painting. Alors pourquoi l'anglais? Mais simplement parce que si je dis peinture de vent, on va tout de suite me demander, et la peinture derrière, alors qu'est-ce que... Donc il y a vraiment un problème au niveau de la langue parfois. Et voilà, ça c'est un des travaux que j'ai réalisé avec un couloir que je déroule donc sur le sol pour avoir la ligne franche. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ça révèle le sol. Comme vous pouvez remarquer, la partie qui n'est pas empigmentée, elle a l'air d'être aussi plate qu'une planche. Alors qu'avec l'action du vent, il y a donc cette révélation de la structure. Et même au niveau de la présence des coquillages et toutes ces choses-là. Et ce qui m'a donc énormément plu, c'est que j'étais débarrassé de la notion de pérennité. Parce qu'avant ça, quand j'étais avec mes croûtes, je ne prenais pas n'importe quel pigment, parce qu'il y en a qui ne gardent pas avec le temps. Donc pas de lac de Garance et des choses comme ça, on ne va pas être éternel alors. Donc vous vous rendez compte, un peintre qui ne va pas... Et heureusement, donc je me suis rendu compte qu'il était préférable que mes peintures ne soient pas éternelles. Voilà encore un travail que j'ai donc réalisé, les fameux wind paintings. Mais le temps est une gomme, et ça c'est aussi ce grand avantage, et ça m'a permis en effet d'inclure dans mon travail la notion de temps, la notion de temporalité, et je vous passe ça assez rapidement. Donc il y a cette notion du temps qui passe qui est immédiatement perceptible, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé comme un des plus beaux cadeaux qui m'a été fait dans ce travail-là, c'est de pouvoir percevoir ça. Et ça, au niveau justement de la question de la résilience, quand j'étais enfant, j'étais déjà assez terrassé, on pourrait dire, par cette notion donc de la mort.
la mort qui est considérée comme la pire des catastrophes. Et dans le chemin que j'ai fait au niveau artistique, je me suis complètement vacciné à ce problème-là, parce que je me suis rendu compte que la seule chose qui est intéressante pour notre existence et dans l'univers, je dirais, c'est cette notion de temps qui efface. J'aime bien dire, imaginez-vous qu'un jour, imaginons un ange qui vient et qui dit « Vous allez être éternel ». Alors les gens, en général, vont trouver ça extraordinaire. Waouh, quel beau cadeau! Ah, et qu'est-ce qu'on va faire demain? Oh, pas grand-chose, parce que de toute façon, on peut faire la même chose dans 150 milliards d'années. C'est pas grave, donc je vais plutôt rester couché dans mon lit ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on aurait probablement fortement envie d'être des pierres. Ouais, d'ailleurs, Saint-Pierre. Bon. Alors, en fait, ce travail wind painting a été pour moi un travail vraiment très et jouissif, extrêmement jouissif, tout simplement parce que quand on est peintre, vous m'excuserez s'il y a des gens qui font de la peinture, mais quand on est peintre, au niveau de l'action du corps, c'est surtout le poignet qui travaille. Ça, là, évidemment, il y a un exercice physique formidable. Alors que quand on fait des wind painting, eh bien, on est là, on se déplace et tout, on s'agenouille, on fait... Et donc, on a l'impression non plus de faire de l'art, fabriquer de l'art, non, mais c'est beaucoup plus vivre l'art. Et ça, c'est quelque chose qui m'a stupéfait. Voilà. Alors, je suis pas... Bon, ça, c'est un petit peu... Quand on fait une présentation comme ça, on doit faire des flashbacks et tout ça. Donc, je ferai un grand flashback après. Mais plus de 30 ans après les wind paintings, je me suis dit, et si je refaisais encore des wind paintings? Alors qu'assez rapidement, je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie, parce que franchement, après, pendant 60 ans à faire des wind paintings, ça va être un peu rasoir. Et je pense que ça fait partie aussi du travail de l'artiste, c'est pas s'emmerder, quoi. On n'est pas là pour ça. Et plus de 30 ans après, donc, je me suis dit, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de nouveau par rapport à ça. Et en fait, j'ai bazardé le chemin que je faisais pour pouvoir faire le travail. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns, et puis après je me suis dit, bon, maintenant, stop, c'est bon. Mais voilà, donc là, c'est avec les pieds que je fais donc ma trajectoire, et de temps à autre, je distille le pigment. Et ça me permet alors évidemment d'inscrire des courbes, ce que le chemin ne pouvait pas me permettre. Voilà, et motif, tout ce qu'on veut. Alors, donc, quand j'en avais terminé avec le wind painting, les premiers, je me suis dit, mais que vais-je faire maintenant? J'ai pas du tout envie de revenir à la peinture, et j'ai pas envie de devenir le spécialiste des pigments dans la nature. Et je me suis dit, ça serait pas mal de montrer la nature dans les endroits où on s'y attend pas. Donc, les lieux d'exposition. Et donc, ça, c'est la première installation que j'ai faite, qui était donc dans un lieu alternatif, je dirais,
à Bruxelles qui s'appelle l'Atelier 340. Et c'était donc bien à l'intérieur. Et comme vous pouvez remarquer, c'est même du construit à l'extérieur. Donc tout est bouleversé. Et il y a le faux rayon de soleil qui vient à l'intérieur. Donc ça parle aussi du temps. Parce qu'évidemment, le temps modifie la matière. Et c'était assez intéressant parce que les gens qui montaient les escaliers pour arriver à ce lieu-là, ils sentaient déjà mon travail avant de le voir. Ce qui, bon, parfois on peut avoir ça avec des peintures quand elle est fraîche, mais c'est pas aussi agréable. Là, il y avait vraiment une odeur de sous-bois. Et alors, ce qui est très, très amusant, c'est des gens qui disent et comment vous avez fait pour avoir des feuilles jaunes? Comment j'ai fait? J'ai pris des feuilles jaunes. Non, mais c'est invraisemblable. Voilà, parce que, en fait, les gens, ils ne regardent jamais la nature. Enfin, les gens, on se comprend, hein, le kidam. Ils ne regardent jamais. Ils le voient. Ils le voient comme ça, un peu accidentellement, même presque. Et alors là, c'était aussi donc une installation avec l'ombre véritable et une ombre que j'avais simulée avec des feuilles mortes. Et alors ça, c'est à Liège. Alors Liège, c'est l'endroit où il y avait le peintre Magritte. Et donc là, c'est assez surréaliste dans un sens, puisque c'est l'ombre de la niche qui, évidemment, ça c'est vraiment complètement stupide, quoi. Ça, c'est fait avec des tiges annuelles, qui sont les coupes qu'on fait dans les arbres en ville. Et donc, je ramassais les élagueurs venaient, puis je ramassais les branches et puis je les coupais très, très méthodiquement. Chaque fois qu'il y a une poussée, donc le prochain bourgeon, je coupe à chaque fois. Et puis il y a aussi la question du déchu. Alors le déchu, c'est cette nature qui a perdu son prestige complètement. Et moi, j'ai essayé de réhabiliter le prestige de ces choses-là. Ici, vous avez des pelures d'orange et des pelures de pamplemousse. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas mangé toutes ces oranges parce que j'aurais eu un problème à l'estomac, bien évidemment. C'est avec un fabricant de marmelade. Et il y avait 8 personnes qui épluchaient les oranges et les pamplemousses pour moi, parce que tout seul, je ne serais pas arrivé. Et mon pouce, d'ailleurs, il avait augmenté de volume tellement que j'avais travaillé avec ça. Voilà. Mais là, vous remarquez aussi que les wind paintings avaient encore des réminiscences dans mon esprit. Alors là, c'est la plus belge des installations que j'ai faites. Ce sont des pelures de pommes de terre avec les 6 variétés les plus reconnues, les Binch, les Nicolas et toutes ces choses-là, les Rosas. Et donc là, ce qui m'a beaucoup plu aussi, donc dans ce travail, c'est cette question du passage du temps. Donc voilà, à la fin de l'exposition, ce qui se passait. Et en l'occurrence, je peux peut-être aussi vous parler, même si je n'en montre pas, parce que comme j'ai fait plus de 400 installations, je ne pouvais pas tout montrer. Sinon, c'est comme les magasins. Parfois, les magasins en vitrine, il y a tellement de petites choses comme ça. Et je me souviens d'ailleurs d'une vitrine où il y avait encore un petit carton. Nous ne pouvons pas tout exposer. C'était absurde. Enfin, voilà. Hop. Alors ça, c'est un tapis absolument magnifique
qui est un tapis qui déjà met en garde les gens de les aventurer leurs orteils à l'intérieur, parce que ce sont les bocs de châtaignier, et je les ai mis comme des petits Pac-Man, vous savez. Hein, donc ils ont l'air de vouloir mordre les gens qui voudraient s'aventurer dessus. Et alors ça, c'est une installation avec du marc de café. C'est assez marrant que j'ai fait ça, parce que je déteste le café. Mais c'est parce que j'avais été invité à un festival de musique populaire qui s'appelle Couleur Café à Bruxelles. Et quand on m'a dit « tu ne pourrais pas faire quelque chose pour Couleur Café ?» Bon, il y a une sorte d'évidence qui est venue dans ma tête. Je dois absolument faire quelque chose avec du café. Et donc, c'est du marc de café. Et c'est dans des petits bols que j'ai fait ça, comme quand on se prépare sa jatte, comme on dit en Wallonie, la jatte de café. Et donc, je les ai mis, et c'est un petit peu comme des petites maisons dans les peuplades africaines, comme ça. J'ai trouvé ça. Et je l'ai inscrit, ça, vous pouvez peut-être, si vous êtes très attentif, le remarquer, je l'ai inscrit dans un halo de lumière, comme le spot poursuite pour le chanteur. Le chanteur, il est toujours là dans un spot qui l'éclaire. Et donc voilà, ça c'est... Et puis il y a un moment donné, je pense qu'en effet, ça c'est toute l'histoire du monde humain, c'est le ras-le-bol qui fait progresser les choses. Donc à un moment donné, je me suis dit, oui, mais toujours tout par terre comme ça, j'en ai un peu marre, il faut que je fasse quelque chose en 3 dimensions. Et donc ça fait progresser mon propre travail. Et donc ça, c'est une souche de hêtre. On m'avait proposé d'exposer dans ce lieu absolument magique qui est la chapelle des Brigitines à Bruxelles. Et c'est un arbre qui était tombé par une tempête au bois de la Cambre, qui est donc à Bruxelles même aussi. Et puis donc, je l'ai fait de la forme de la chapelle. Et au moment où je l'ai installé, j'ai constaté qu'il y avait un rapport immédiat avec un motif qu'il y avait dans le sol. Le motif qui est la reprise de la clé de voûte de la chapelle. Et là, c'est aussi... en fait, c'est un emplacement où il y avait une fontaine. Mais la fontaine, elle était morte en quelque sorte, donc ne fonctionnait plus. J'ai demandé de la protéger par un caisson, et puis j'ai fait une sorte de fontaine de branches avec un nombre tout à fait considérable de troncs et de branches. Je ne me considérais pas comme Terminator. Il y avait un mur classé dans le domaine, et plusieurs arbres menaçaient de tomber sur le mur classé. Or, ça, peut-être que ça va changer, on espère tous, mais pour l'instant, on préfère encore les murs aux arbres. Parce que le mur classé, c'était pas un bas-relief extraordinaire, hein, c'était juste des murs de briques. Et alors ici, ça a été fait avec du bouleau, un vieux tronc de bouleau et toutes des jeunes pousses. Et donc c'est un peu l'idée, c'est un peu politique cette histoire-là. Hein, donc c'est le vieux crouton qui est là, et qui prend tous ses aises, mais il est là. Il est mis en valeur par tous les petits jeunes qui sont là et qui souffrent. Voilà, c'est un petit peu une espèce de
jeu politique. Et puis, à un moment donné, il y a eu la nécessité d'avoir un titre, parce que auparavant, tout n'était que numéro. Je pensais que c'était une sorte de snobisme. Je ne vais pas mettre un titre. Un numéro suffit. Numéro, d'abord 1, barre oblique, puis l'année, etc. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait invité à exposer et qui me dit « Vous allez faire 8 installations chez moi. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens vont dire « Oh, le numéro 7, qu'est-ce qu'il était bien ?» Il n'y a que Chanel qui peut s'enorgueillir d'avoir fait en sorte à ce que les gens s'intéressent à un chiffre comme ça. Et donc, j'ai commencé à prendre même goût à donner des titres à mes installations, parce qu'en fait, il y a moyen, avec un titre, de mettre un peu la puce à l'oreille pour orienter une pensée chez les autres. Alors ici, c'est donc, eh bien, oui, je n'ai même pas ici le, mais je ne sais plus le titre. Mais c'était en montagne, c'était à la Fondation Salomon, ce lieu magique qu'il avait, à Alex. Et donc c'était une façon de représenter la montagne. Ah oui, c'est l'ordre et le chaos. C'est ça, en fait. Et ça, c'est en Italie. J'ai intitulé ça « La pente ». Et là, je dois quand même vous dire une petite chose, c'est que on a chacun ses petites fiertés. Hein. Et moi, ma fierté, c'est je fais ça, il n'y a pas de ligature, il n'y a pas de vis, pas de clou, pas de colle, mais ça tient. Et j'avoue que je suis assez fier de ça. Et alors, bon, ça c'est une vacherie que je vais vous raconter, mais sans méchanceté. Hein. Mais il y a un autre artiste belge qui s'appelle Arne XV. Hein, c'est pas Louis XV, mais c'est Arne XV. Ben, pourquoi pas? Non, c'est son nom, apparemment. Et lui, il fait... Et, bon, il ne va pas chercher des branches, il préfère des planches. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose au niveau des lettres, hein, branches, planches. Et il les peint en couleur, en général, pour faire plus joli. Et pour que ça tienne, il met des vis, il met des clous. Et puis il a fait une œuvre, en général spectaculaire, à Mons, et ça s'est écroulé. Et moi je me suis dit, Arne XV, il met des vis, ça s'écroule, moi je mets rien, et ça tient. Bon, voilà. Mais bon, c'est une petite vacherie, mais c'est un artiste fort intéressant. Alors ça, c'est encore aussi quelque chose qui a un petit côté politique là-dedans, parce que c'est en Allemagne, alors je l'ai appelé climbing en anglais, parce qu'en allemand, je ne connais pas grand-chose. Et en fait, pour moi, c'était la métaphore de cette espèce d'idée extraordinaire de croissance. Vous savez, la croissance... ici, on pourrait parler de croissance. Hein. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs que la croissance. Et alors, donc, vous voyez, c'est une espèce d'escalier, mais ça commence à devenir de plus en plus fragile. Donc, mais je pense qu'en réalité, c'est un peu cette question-là. C'est comme
comme quand on va à la montagne, on y va avec fierté, et quand on est en haut, on se dit « Ah ben oui, maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est descendre. » Alors ça, c'est une installation que j'ai intitulée « Généalogie ». Et c'est un arbre sur un arbre, en fait. La première a les racines en l'air et l'autre vient épouser donc les racines de l'autre. Là, évidemment, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de ligature, mais il y a une grosse poutrelle à l'intérieur pour faire tenir ça, que ça ne tombe pas sur la tête des gens, parce que je ne voudrais quand même pas qu'il y ait des morts parce que j'ai des délires. Alors ça, c'est un travail que vous pouvez encore actuellement voir ici, à Chaumont-sur-Loire, grâce à Chantal Collet-Dumont qui me fait l'honneur de pouvoir faire des œuvres ici. Et donc là, c'est une souche de mélèze avec des branches qui sont tout simplement des branches d'un gars qui est négociant en bois pour les feux ouverts et des choses comme ça. Et donc, quand on a un arbre, il reste des branches et on ne sait rien en faire, à peu de choses près. Donc, moi, j'ai utilisé ça. Et il y a quand même un avantage qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une œuvre qui est, je pense, appréciée par les gens, mais aussi appréciée par les oiseaux, appréciée par les mulots, appréciée par les insectes. Ce n'est pas uniquement d'humain à humain. Lieu et lien. Moi, j'aime bien des petits trucs comme ça. C'est pour ça que j'aime bien Michel Léris, par exemple. Je suis d'ailleurs un peu fâché sur lui. Non. Mais je croyais avoir trouvé quelque chose, et j'étais très fier, et je l'ai mis sur un carton. C'est que l'anagramme de norme, c'est morne. Alors j'ai trouvé que ça, c'était vraiment... J'étais très fier. Et puis, quelques années ont passé, et puis je prends un livre de Michel Léris qui est Norme morne. Je me suis dit, bon voilà, je croyais être malin, mais il y avait déjà un autre qui l'a fait. Alors ça, c'est dans un lieu tout à fait étonnant qui est l'Atomium à Bruxelles. Et on m'avait proposé de faire une installation dans une des sphères. Et la première était en fait une installation que j'ai faite qui n'était pas celle-là, où je voulais, parce que l'Atomium n'avait pas été rénové, et donc il était un peu caduc, on va dire. Enfin, pas que les boules allaient tomber, mais il y avait les oiseaux qui rentraient à l'intérieur parce qu'il y avait des trous et tout ça. Et j'avais fait ça avec des pétales de roses, des roses suspendues à tous les boulons qui sont dans la voûte, les roses suspendues, mais j'avais enlevé tous les pétales et je les avais mis au sol, parce que c'était cette espèce de vanité perdue de l'atomium. Mais comme il pleuvait à l'intérieur et tout ça, les pétales ont moisi et... Finalement, la directrice m'a dit on ne peut pas s'en tenir à ça, vous allez encore en faire 4 installations. Donc j'ai eu ce bonheur de faire 5 installations dans une des sphères de l'atomium. Et ça, c'est la dernière, qui est donc, c'était en hiver. Et donc, j'ai imaginé de faire la métaphore de l'hiver, qui est donc le retour des forces au sol, tout simplement. Hop. Et ça, c'est en Italie.
en Italie, c'est une ancienne tranchée de la guerre entre l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Et donc, en fait, j'ai appelé ça... à ce moment-là, je n'avais pas encore de titre. Mais en fait, vous voyez, à gauche, ce sont des conifères. Et à droite, c'est du frêne. Et donc, je voulais que ce soit comme l'arche de l'Alliance, après le chaos. Et donc, après, on m'a dit, ah, mais c'est très bien fait d'avoir choisi le frêne, parce que le frêne, on l'utilise pour faire les crosses des fusils, les flèches et toutes ces choses-là. Et je me suis dit, bien voilà, je ne le savais pas, mais je suis un petit peu, parfois, comme M. Jourdan. Je fais des choses sans le savoir. Voilà, ça c'est un hangar avec des grandes... je ne sais déjà plus comment on appelle ça, c'est pas grave. Et donc c'est comme des comètes qui veulent partir vers la lumière. Alors ça, c'est un peu particulier aussi. C'est un musée donc, qui montre de magnifiques pierres qui sont de l'époque gallo-romaine. Mais je trouvais qu'elles étaient présentées sur des structures métalliques fort laides, en fait. Et j'ai camouflé en sorte les choses de façon à ce qu'on se dit comment ça tient, cette pierre-là, sur des petits troncs d'arbres comme ça, de bouleau. Et alors, je fais un petit jeu visuel avec donc le fléau, je crois que c'est un fléau qui est tenu là par quelqu'un, et la petite branche. Voilà. Et là, j'avais fait aussi pas mal d'autres dans le même esprit. Voilà encore Chaumont-sur-Loire. C'est un travail que j'avais nommé « Réflexion ». Alors, réflexion, c'est donc forcément parce qu'on est dans l'eau. Alors, je montre déjà la réflexion de l'un à l'autre, plus tout ce qui se réfléchit dans l'eau. Et alors ça, j'ai appelé ça Archimède. Non, c'est pas Archimède. Non, allez. Merci. Ah. Et le mur du fond, il a été réalisé avec un marteau et des aiguilles de pin, en tapant comme ça. J'ai eu de l'aide avec des gens qui étaient quand même assez fêlés. Comme moi. Et alors ici, c'est donc un travail avec des cordes. C'est un travail, il y en avait 3, et j'ai appelé ça frontière. Parce qu'en fait, il y avait 2, la face pile et la face. Donc de l'autre côté, il y avait donc le stockage de tous les bois qui étaient donc pour le feu ouvert dans le château, et j'avais accroché tous ces fils de l'autre côté, et donc il y avait 2 possibilités de voir l'installation. Alors ça, c'est dans le parc des Labyrinthes, c'est en Charente-Maritime, et donc les gens vont là et doivent trouver leur chemin. Et aussi, j'ai fait une installation qui s'appelle « Vous êtes ici ». Bien sûr, ça n'aide pas grand-chose, mais ça permet quand même aux gens de comprendre de quoi il s'agit. Là aussi, les oiseaux et tout ça sont contents. Oui, ils étaient très contents de savoir qu'ils étaient à cet endroit-là.
Alors ça, c'est dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville en Belgique. Et ça, j'ai appelé ça symétrie, parce qu'en fait, ce qu'on ne peut pas voir sur la photo, mais c'était la réplique donc des bras de force de la toiture. Regarder, c'est recevoir. Je crois que vous n'allez pas me contredire à ce sujet. Mais c'est vrai, et j'aime bien pouvoir faire découvrir aux gens combien ils sont miros. Rien à voir avec le peintre, mais... Ceci est donc une installation avec des feuilles de padane, le tussilage, et l'envers de la feuille est blanc. Et donc j'ai installé ça comme ça, un peu en écho évidemment avec les petites niches qui se trouvent dans ce lieu. Et il y a un journaliste qui avait vraiment tout compris, qui a écrit que c'était une installation avec à l'intérieur des feuilles blanchies. Donc, il pensait que j'avais mis les feuilles dans une machine à laver avec un blanchisseur, je ne sais pas. Alors qu'il suffit de retourner. Voilà. Ça, c'est une installation avec... je ne sais plus très bien le nom de cette plante, mais c'est une plante très commune. Hein. En général, je ne vais pas chercher très très loin les matières. Avec l'autorisation de la galeriste, c'était à Amsterdam, j'ai fait 60 trous dans le mur et j'ai installé les premières hampes florales à cet endroit-là. Et en fait, en ayant ramassé toutes ces plantes, je me suis rendu compte que c'était vraiment comme le velcro. Ouais, vous savez, ça s'accroche l'un à l'autre. Et donc, j'ai pu faire cette espèce de longue chevelure. Et en faisant le travail, il y avait les akènes qui tombaient par terre. Et donc, c'est encore un petit cadeau supplémentaire qui m'est donné. Et alors là, c'était en Hollande, dans les polders, à Burghamstede. Oui, excusez-moi. C'est pas moi qui ai inventé le nom. Et je voulais faire quelque chose avec des roseaux, parce que forcément là-bas, les roseaux, c'est ce qu'il y a de plus. Et je me suis dit, je voudrais bien débarrasser les roseaux de leurs feuilles et les planter dans des mottes de terre. Et je peux vous dire que planter un roseau dans une motte de terre, c'est pas rien du tout, parce qu'on prend une foreuse, évidemment, on fait un trou et la motte de terre se casse en deux. Alors il y a toujours, évidemment, deux possibilités. Ou bien on se dit, ça c'était vraiment une idée complètement débile, je passe à autre chose, ou simplement se dire, j'ai été maladroit. Je dois quand même essayer d'être plus subtil. Et donc, je suis quand même arrivé à faire tous les trous. Et alors, j'avais fait un test avec le roseau en me disant, est-ce que ça va tenir ? Je mets un premier roseau comme ça, débarrassé des feuillages, il casse. Je mets un deuxième roseau pour voir si ça va encore se faire, ça casse. Là aussi, il y a deux possibilités. Ou bien on se dit, quelle idée imbécile. Ou alors de se dire, le ploiement du roseau sera le sujet. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que là-bas, que ça fait partie du langage protestant, quelque chose avec le roseau plié. Voilà. Et alors ici, c'était donc une installation au mur
J'ai épinglé, vous voyez, il y a toujours l'exception qui infirme la règle, comme disait Prévert. J'ai cherché à montrer ce que c'est qu'un chou. 2 choux en réalité. Hein. Et donc, je les ai épinglés, et ça montre cette variante au niveau des tonalités qui est assez exceptionnelle, je trouve. Hop. Et alors, l'objet et mes ressentis. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ça vaut la peine d'essayer d'explorer quelque chose un peu différent. Et donc là, c'est pour pouvoir montrer un travail avec plein d'aiguilles de pin. Je pense que j'avais fait avec de l'aide, 3000 trous dans un panneau en plâtre. Et puis insérer chaque fois les aiguilles de pin. Et comme vous voyez, avec une variante chromatique aussi. Ça, c'était à Pau. Et puis, parce que je suis un petit farceur, je me suis rendu compte qu'il y avait un rapport immédiat entre l'outil du jardinier et le rêve du jardinier. Parce que le rêve du jardinier, c'est d'avoir tout calibré. Et puis, là, c'est une plante formidable. Il ne faut rien y faire, il ne faut pas arroser ni rien du tout, ça marche. Et alors là, c'était en Italie, dans une ancienne fabrique de chaises. Et alors, en fait, là, je me suis imaginé que l'arbre se disait ah, mais ça, c'est à moi, ça. Hein. Et donc, il y avait cette réappropriation donc, de son matériau. Et là, c'est à Louvain-la-Neuve, qui est donc une ville universitaire qui avait été créée à partir du moment où les Flamands ne voulaient plus avoir les Wallons. Enfin, vous savez, ces histoires belges assez invraisemblables. Et donc là, j'ai fait donc, une espèce de jardin botanique qui va probablement plaire à notre ami. Et alors là, c'est à Mons où, en fait, je voulais montrer à quel point les voitures mangeaient des branches. Parce que c'est assez vrai. Et alors là, c'est donc dans le lac de Canteleu. C'est à propos des migrants, en fait. Et puis ça, c'est en Bretagne. C'est une ancienne écurie. Et ce cheval, il était rangé dans un coin comme ça. Il ne savait pas trop quoi en faire de ce cheval, qui est une sculpture qui devait avoir au départ un cavalier. Et j'ai fait une installation que j'ai intitulée « Débardage ». Et j'ai utilisé comme matière le rhododendron pontique. Alors, en fait, c'est un rhododendron envahissant. Et donc, ils étaient très contents que j'utilisais le rhododendron pontique parce que je les débarrassais de pas mal de ces plantes encombrantes par rapport à tout le reste. Et alors ça, c'est en Espagne, et donc, c'est l'ancien lit de la rivière Touria. Et comme tout est artificiel, j'ai fait aussi des plantes avec les outils de jardin. Et puis, il y a la fabrication des songes que j'appelle pour d'autres choses. On m'a proposé de faire une installation dans le musée d'archéologie à Tournai.
Et je me suis pris au jeu d'être une espèce d'archéologue fou. C'est-à-dire qu'il a ramassé tous ces bouts de poterie qu'il a assemblés, mais en faisant appel surtout à ses habitudes de penser qu'il sait déjà la forme que ça devait avoir, donc un pot en spirale, pourquoi pas. Et toutes ces graines, ce sont des graines qui ont été cherchées dans un musée qui fait... c'est un site où ils cherchent à retrouver les espèces anciennes de céréales et autres. Alors ça, c'est le premier travail que j'ai réalisé avec des nichoirs. Et c'était un peu de la méchanceté de ma part. Parce que, ce qu'on ne voit pas dans la photo, il y avait une grande volière avec des oiseaux dedans. Et donc, je les ai confrontés, la volière carcérale, à une autre volière. Et alors ça, c'était en Finlande. Et ça, c'est un petit peu comme la dernière scène avec Jésus-Christ, mais il n'y a pas de Jésus-Christ là-dedans, il y a juste une table qui s'écroule. C'est comme la nature qui ne peut plus supporter le poids de ce qu'on lui demande. Et ça, encore une fois de plus, c'est donc montrer combien la nature en a marre de nos exigences. Donc ici, essayez toujours de vous asseoir là-dessus. Et alors là, c'est une installation double. Vous voyez, là et là, c'est à la frontière entre l'Italie, ça c'est l'Italie, et la France, le Queyras. D'abord, j'avais noté ça comme question de point de vue. Et puis, j'ai changé le titre quand même pas mal de temps après par un terme que j'ai imaginé, les admiradors. Parce qu'en fait, généralement, quand on est près de la frontière, il y a des miradors parce qu'on se méfie du voisin. Et ici, c'est plutôt, on admire le voisin, on l'encadre, le paysage, et on peut les admirer. Admirez-vous les uns les autres. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de dire, mais c'est pas grave. Et ceci, c'est donc une sorte d'échelle ADN dans un très vieux ginkgo biloba qui a été fait avec du bambou. Et là, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes parce que j'avais comme aidant des gens qui sont spécialisés dans le bambou. Et alors, je leur ai demandé de faire cette espèce de double hélice. Eh bien, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était des échelles. Et alors, je leur ai dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si, on sait comment il faut faire le bambou, on a l'habitude, on sait bien. Et c'est marrant, hein, mais j'ai dû me fâcher, j'ai dû dire, maintenant, vous mettez au vestiaire tout ce que vous savez au niveau du bambou, vous faites ce que je dis, et si c'est pas bon, c'est ma faute, et pas la vôtre. Et puis après, on s'est tapé sur l'épaule et tout ça, on était très contents. Mais il y a eu une tension, parce que, et c'est souvent le cas, quand il y a un savoir-faire, ça freine parfois les choses. Moi, je dis toujours, je m'appuie sur ce que je ne sais pas. Ça, c'était à Annecy, le 3 mai. Ça, vous connaissez aussi.
Donc ça, c'est encore ici. Donc ça, c'était une installation dans un lieu qui s'appelle le Botanique à Bruxelles. Et je voulais montrer donc cette espèce de tristesse au niveau du paysage qui part à rien. Et donc, les pots de fleurs sont des haut-parleurs. Et dans les haut-parleurs, il y avait des grincements de branches et de choses comme ça. C'était donc assez tragique. Et alors là, cette installation-là, elle a un nom très particulier que vous ne pouvez peut-être pas deviner de ce côté-là. Donc, ça s'appelle Meeting Room. Et donc, vous savez bien combien j'adore les gens qui se prennent au sérieux, qui se réunissent pour savoir comment on va faire pour la progression, la progression continuelle de la croissance, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir Meeting Room, l'autre côté. Alors, les impromptus. C'est-à-dire que, en général, donc, je fais des installations. Et les installations, je ne peux pas faire ça dans ma cuisine, elle est trop petite. Donc, je dois avoir des gens qui me donnent cette opportunité. Merci Chantal. Ben oui. Et donc, entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je fais des choses que je peux faire soit chez moi, soit dans un atelier, tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé déjà depuis l'an 1999. Je suis arrivé, hein. Je n'ai pas dû dire 99. Et j'ai appelé ça donc la phytogravure. Et donc, c'est des plantes qui sont ancrées et puis après passent par la presse. Ça, c'est un grand mur de phytogravure avec le pétasite. Alors là, c'était ici. C'était en attendant la grue qui allait venir pour mettre l'arbre, j'étais là et je ne pouvais rien faire que attendre. Et ça, moi, pour ma part, attendre, c'est aussi grave que boire une tasse de café. C'est épouvantable. Et donc, j'ai pris des bois qui ont été sciés pour un feu ouvert ou un truc dans ce genre-là, et j'ai commencé à faire du frottage. Mais bon, ça a déjà été fait, notamment Max Ernst en a fait des quantités. Mais j'ai bougé continuellement ma feuille, et donc j'obtiens des formes qui n'existent pas. Et ça m'a beaucoup amusé. Et alors là, c'était à l'île de la Réunion, j'avais un lieu très, très exigu. C'est à peu près l'équivalent d'une cabine d'essayage dans un grand magasin, donc c'était pas très facile. Surtout que les feuilles étaient gigantesques. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille pour faire toute une série de travaux donc, que j'ai intitulés Miniatures végétales. Voilà, ça c'est l'albizia. Ça, c'est photographié, évidemment, hein, parce que ça, c'est une feuille de houx, de la vigne, et voilà, là, c'est la maternité, évidemment. Hein. Et ça, c'est l'écriture même, l'écriture sainte, peut-être. Et alors la désobéissance à soi-même. On peut désobéir pour les autres, mais il faut aussi le faire par rapport à soi-même. Ça, c'est une miniature, mais en bronze. Pour un mec qui dit qu'il fait rien que de l'éphémère, c'est quand même culotté.
Mais j'en ai fait quelques-unes et ça m'a pas mal intéressé. Surtout, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir dire, c'est la méthode de la feuille perdue. Donc, en fait, c'est une feuille qui a été épaissie avec de la cire à l'intérieur. Et donc, sont toutes des œuvres uniques. Et ça, c'est un grand mur, ça c'est un tiers du travail en finale. C'est à la Banque nationale de Bruxelles. Et c'est en bronze. Donc, mea culpa. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et alors ça, c'est pour une galerie en Espagne. Ça, c'est pas du bronze, c'est juste de la branche. Que me chantez-vous là? En fait, cette installation-là, en 1987, m'a teinté à l'oreille comme étant de la musique, en déposant toutes ces tiges annuelles-là. Et je me suis dit, il faut peut-être bien que je fasse chanter les plantes. Et alors j'ai même fabriqué mon vocabulaire, mon écriture musicale. Et puis ça, c'était au musée des instruments de musique. Et ça, je dois dire que je suis tellement heureux d'avoir fait exposer des endives. Donc, mais c'est chicon. Hein, et il y avait au Botanique une salle qui s'appelait Wheatloaf Bar. Et là, on a fait un concert avec des amis musiciens. Et on a fait un concert avec les sons du chicon. Et le titre du morceau de musique qui a été interprété, c'était « Voilà pourquoi vous êtes chicon ». Et puis maintenant, je pourrais peut-être, si on a encore un tout petit peu de temps, quelques extraits donc de ces chicons. Alors il faut savoir que en fait, mes parents chantaient beaucoup ensemble au piano et ensemble ils chantaient notamment la barcarolle d'Offenbach. Alors ça c'est les chicons qui essayent de... Ça, c'est pas le chicon. Mais c'est pas grave. Mais c'est tout aussi chicon que ça. C'est quoi? C'est quel numéro? 5? Ah, alors c'est encore le chicon. Ça m'étonne. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Enfin, voilà. Et voilà un des trios que j'ai fait. Vous voyez, 3 musiciens. Gene Coleman à la clarinette basse, Bernard Cancoin à la contrebasse et moi-même au poireau. Au poireau. Et ça, j'ai fait différents trios comme ça. Le premier que j'ai fait, c'était le trio Julienne. Julienne, oui, parce que c'était juste avec des légumes. Et puis après, j'ai fait le trio Minestrone. Et le dernier, qui est celui-là, c'était le trio bio. Le trio bio. Voilà. À suivre. Merci.